nous avons chaque année une commission qui distribue en moyenne 150 bourses sur un taux de bourse de 300 000 francs sur les instructions de son Excellence le Président Macky Sall. C'est pourquoi il est important de noter à ce niveau une évolution, parce que la ligne budgétaire des bourses était en 2012 de 300 et quelques millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 milliard. Ça aussi, c'est important de noter les évolutions en termes donc de gestion de la spécialité au Sénégal. Autre aspect important, c'est bien entendu les gratuités. Vous le savez bien comme moi, parce que à ce niveau-là, je crois que les Sénégalais ont bien compris que c'est la gratuité de la dialyse, c'est la gratuité du traitement des enfants de 0 à 5 ans, c'est la gratuité de la chimiothérapie chez la femme, c'est aussi, bien entendu, vous le savez bien, la gratuité de la dialyse, et je vais revenir sur la dialyse tout à l'heure, parce que sur ce cas précis de la dialyse, il y avait 24 générateurs en 2012. Pour faire la dialyse, il fallait être à Dakar ou bien entendu à Saint-Louis, mais aujourd'hui, on a un centre de dialyse dans toutes les régions et c'est important. La région qui restait, la région de Kédougou, le centre est en train, bien entendu, d'être, bien entendu, envisagé dans l'hôpital Ahmad Dansoko. Vous voyez, c'est extrêmement important. De 24 générateurs, on est passé à 325 générateurs aujourd'hui dans le système de santé du Sénégal. Et c'est fondamental. Nous attendons très prochainement d'entrer dans l'ère de la transplantation rénale parce que le chef de l'État a demandé à ce que le Sénégal envisage cela parce que la dialyse n'est pas une panacée. Il faut aller à la transplantation rénale. Le Comité national du don et la transplantation, qui est dirigé par le professeur Farika, travaille sur ce dossier. Il y a des hôpitaux aujourd'hui qui ont déjà déposé leur demande d'agrément pour passer à la transplantation. Et très bientôt, le Sénégal va entrer dans l'ère de la transplantation rénale. Il y a des choses qui ont été faites. En 2012, il y avait 176 ambulances au Sénégal, de l'indépendance à 2012. Mais présentement, au moment où nous vous parlons, entre 2012 et maintenant, on a acheté plus de 500 ambulances, 3 fois plus que ce qu'on a trouvé en 2012. C'est important aussi de noter ces ordres de grandeur. Je ne parle pas du médicament. Dans le cas du médicament, nous sommes arrivés effectivement au Yexina. Le Yexina, c'est que la pharmacie nationale d'approvisionnement ouvre des points de vente de médicaments dans toutes les structures de santé. La pyramide sanitaire du Sénégal est composée de 41 hôpitaux, de 110 centres de santé, de 1530 postes de santé, et dans toute cette pyramide sanitaire, des postes effectivement, des points de vente de médicaments sont ouverts. Et avec la couverture maladie universelle, la CMU, non seulement la prestation de santé est facturée à 20% de son coût, mais le médicament aussi, et ça me paraît important. Et en dehors d'ailleurs des points qui sont au niveau des postes de santé, des centres de santé, des hôpitaux, si vous avez la CMU, vous achetez vos médicaments dans les officines à 50%, mais ça aussi c'est de la révolution. En 2012, ce qui se passait, c'est qu'il fallait être fonctionnaire ou salarié dans une entreprise pour avoir une assurance. Aujourd'hui, avec la CMU, nous sommes à un taux de couverture qui avoisine 56%. Nous savons que l'objectif c'est 65%. Et vous voyez, entre 20% en 2012 et 56% aujourd'hui de couverture maladie, on a fait énormément en la matière. Je passe sous silence les infrastructures. Pour la première fois dans l'histoire du pays, on réalise 4 hôpitaux de dernière génération en même temps. Et ça me paraît important. Le Sénégal avait un seul IRM en 2012. Maintenant, nous en avons 2. Donc, le système a beaucoup évolué, a beaucoup travaillé, ce qui me renvoie naturellement à répondre en filigrane à la question posée sur la responsabilité. C'est une clause de style dans des circonstances comme ça que certaines personnes, pas les populations ni même les syndicats, que certaines personnes, dans leur analyse, des fois, je m'excuse d'utiliser ce terme parce que cela ne me semble pas peut-être dans des considérations peut-être assez opportunistes que de demander la tête de l'autorité suprême. Mais j'estime
qu'on a énormément fait dans ce secteur. J'estime que tout est perfectible, c'est vrai, mais les lignes ont énormément bougé et j'estime qu'à ce niveau-là, il est important de situer les responsabilités et dans ce cas de figure, en attendant bien sûr que le sujet soit abordé au niveau des tribunaux, je ne préjuge pas de ce qui se passera à ce niveau-là. Dans ce cas de figure, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut éviter fondamentalement que l'arbre de la non-qualité cache la forêt de la performance. Nous n'indexons pas les sages-femmes de manière générale, nous n'indexons pas les médecins, nous n'indexons pas les personnels de santé et d'action sociale. Ces personnels de santé et d'action sociale ont été effectivement honorés par les Sénégalais, ont été remerciés par tous les Sénégalais, au premier chef, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Le ministre que je suis, je leur fais confiance et je réitère et je renouvelle cette confiance, mais cela ne va jamais dédouaner la responsabilité individuelle du mauvais comportement. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer les choses. Je vais donc, après avoir répondu à cette question, parler des écoles de formation. Les écoles de formation, oui, et les instructions reçues ont été effectivement clairement notées par moi-même, par M. le ministre de l'Enseignement supérieur, et nous allons, et ça nous ne pouvons pas l'économiser, avec l'ANAQ-Sup, passer au peigne fin ces écoles et entrer dans un processus systématique de vérification de la qualité à ce niveau-là. Ça, vous pouvez être rassurés, parce que au-delà de l'exercice du métier sur le théâtre du point de prestation de service, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut, de notre point de vue, formater en amont. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous travaillons là-dessus. Et l'instruction reçue que nous allons appliquer, c'est d'évaluer systématiquement ce qui s'y fait et de prendre en conséquence les mesures qui s'imposent. La prise en charge des urgences, oui, je crois que sur cette question, il est important de rappeler qu'il y a 4 ans, ma préoccupation était de faire en sorte qu'on ait, au niveau des urgences, une stratégie claire. On avait d'ailleurs, en son temps, fait une grande réunion sur l'état des urgences de manière générale. Et à ce niveau, il y a eu quand même des évolutions. Encore qu'il faut poursuivre le travail et faire en sorte que certains principes soient respectés. On ne peut pas, quand on arrive dans une structure d'urgence, s'entendre dire non, il faut aller dans une autre structure parce qu'on n'a pas de la place. Ça, ce n'est pas possible. Une urgence, on la traite pendant que le cas est là. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un travail à poursuivre, mais il faut reconnaître que énormément de choses ont été faites dans le cadre des urgences. Mais nous allons effectivement poursuivre le travail. C'est délicat à ce niveau parce que l'accompagnant qui arrive avec un patient croit toujours que c'est l'appréciation à son niveau de l'urgence qui doit être considérée par le personnel de santé et d'action sociale. Mais celui qui apprécie l'urgence et qui lui apporte une solution, c'est le sachant, c'est le médecin qui est là. Il faut donc lui faire confiance et quand le médecin vous demande d'attendre, il faut attendre parce que dans le cas de figure, ce n'est pas du first in, first out. Ce n'est pas ça. Ça s'apprécie en fonction de l'état de la science que détient effectivement le médecin. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé en premier qu'on doit vous prendre tout de suite. L'appréciation du classement en termes de traitement relève de celui qui, bien entendu, est outillé techniquement pour apprécier effectivement l'urgence. Voilà donc sur cette question-là, mais c'est une question que nous continuons effectivement à adresser correctement. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement, j'aimerais effectivement terminer par dire que le système de santé du Sénégal est un système qui force le respect dans l'UEMOA et en Afrique. Sur l'indicateur majeur, et ça je le note et c'est extrêmement important parce que c'est l'indicateur majeur d'évaluation de nos systèmes de santé et c'est d'ailleurs l'indicateur qui, dans ces derniers jours, a été adressé par le cas qu'on a eu à Louga, c'est la mortalité maternelle. Sur l'indicateur de la mortalité maternelle,
il nous est demandé, nous les pays effectivement africains au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, d'atteindre à l'horizon 2030, ça c'est l'ODD 3, la performance de moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et de ce point de vue, le Sénégal a beaucoup bougé. Il y a 4 ans, nous étions à 392 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il y a 2 ans, nous étions effectivement à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes. Présentement, nous sommes à environ 156 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes les premiers dans l'UEMOA et nous sommes devant de grands pays comme le Rwanda, la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est extrêmement important de noter. Le Sénégal, quand même, est en train de faire les performances qu'il faut pour son système de santé. Je peux dire autant pour le palu, je peux dire autant pour le sida, je peux effectivement dire autant pour la tuberculose, etc. Ce qui veut dire quoi? C'est un système performant qui crée des résultats en termes d'évolution positive. Donc ça, c'est tout à l'honneur des personnels de santé et d'action sociale. Cependant, il nous reste des choses à faire. Il nous reste énormément de choses à faire, nous en sommes très conscients. C'est pourquoi, tous les jours, nous travaillons à appliquer de la manière la plus correcte la vision du chef de l'État en la matière, contenue dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui adresse la question du capital humain. Faire en sorte qu'en matière de santé, qu'on puisse atteindre l'accessibilité géographique. À chaque fois qu'on est malade, à portée, qu'on puisse avoir une structure de santé de qualité pour prendre en charge les besoins. Mais aussi l'accessibilité financière. Quand on est malade, qu'on ait effectivement un dispositif de prise en charge pour ne pas, malheureusement, donc souffrir de la prise en charge financière.